Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 12 novembre 2024. Dans les actualités de ce jour, l'opération de pose de membres artificiels ou prothèses a été officiellement lancée aujourd'hui au Galaxy Anjar. Elle s'est déroulée sous la houlette de la première dame de la République, Mel Razouine, qui est la marraine de cet événement. 500 personnes en situation de handicap venues de toute la grande île seront équipées de ces prothèses. Cet événement au Galaxy Anjar durera 42 jours. Reportage de Nyarvelat Sferen et Ando Razanjaïbe. Selon les statistiques, 10% des Malagasy sont en situation de handicap. Une amputation est nécessaire suite à certaines maladies ou encore à cause d'accidents. En 2022, 260 personnes qui ont été amputées du pied sont venues demander des prothèses auprès du Centre d'appareillage de Madagascar, ou CM, à cause du coût élevé des membres artificiels. L'opération de pose de membres artificiels ou prothèses qui se déroule à la Galaxy Anjar durera 42 jours. 500 personnes en seront les bénéficiaires. Cette opération de pose de prothèses massive est une grande première à Madagascar. L'association MAD5 avec l'ONG BMVSS de l'Inde ont été les initiateurs de ce projet. Selon les explications, les prothèses distribuées gratuitement sont relativement légers car ils sont faits en matière plastique. Ils peuvent supporter la chaleur et l'humidité. Ces prothèses sont souples et permettent l'exercice de diverses activités, même les travaux en milieu rural. L'ONG BMVSS a déjà distribué plus de 2 millions de prothèses dans le monde à travers la mise en place de camps et plus de 40 pays ont déjà été tirés profit de ce projet, à savoir l'Afghanistan, le Honduras, l'Indonésie, le Malawi, le Nigeria, le Népal, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Vietnam, le Zimbabwe, le Pakistan, le Sri Lanka, le Sénégal, l'île Maurice, l'Éthiopie, l'Égypte, la Tanzanie, le Palestine, l'Iran et bien d'autres. Il est important pour l'État de veiller au bien-être de la population vulnérable, car outre la mobilité que les prothèses apportent aux concernés, une telle initiative rend la dignité et est synonyme de respect de la vie humaine, selon le ministre de la Santé publique. L'objectif est aussi de veiller aux droits des personnes en situation de handicap et pour soulager les maux de ceux qui ont besoin de ces matériels médicaux. Cela a été renforcé par les mesures d'exonération de droits douaniers pour ces matériels médicaux dans le pays. La première dame de la République, Mel Razouine, qui est la marraine de cet événement, a mis l'accent sur le fait que le projet, Jaipur Foot, n'est pas seulement un matériel médical, mais garantit également l'indépendance et la liberté des bénéficiaires. Après la pose de ces prothèses, les bénéficiaires doivent suivre des séances de rééducation. Après cet événement, les techniciens au sein du centre d'appareillage de Madagascar de Befelatanan bénéficieront également d'une formation de renforcement de capacité. Dans un tout autre sujet, page politique, la candidate aux élections municipales dans la capitale numéro 7 dans le bulletin unique, Alrala Ramanantsoa, a rencontré les habitants du 2e arrondissement et les associations qui la soutiennent aujourd'hui. Alrala Ramanantsoa, accompagnée de la députée Lantra Kutumang, lors de sa visite de divers Fukuntan de cette circonscription, a promis à la population d'apporter le développement. Reportage sur les images de Zahra Jensu. La rencontre de la candidate présentée par la plateforme politique Irmar, Alrala Ramanantsoa, avec la population a commencé à Nkatsu-Ambudjipen, 2e arrondissement. Les différentes associations alliées de la couleur orange sont prêtes à la soutenir. La candidate numéro 7 leur a fait part de ses projets, des travaux de développement qu'elle entreprendra dans le 2e arrondissement. La candidate Alrala Ramanantsoa a également écouté les doléances de la population à travers la députée élue dans cette circonscription, Lantra Kutumang. Beaucoup ont été faits, mais beaucoup reste à faire, comme les travaux d'adduction d'eau, la réhabilitation des ruelles, la scolarisation des enfants, les cantines scolaires au niveau des EPP, affirme la députée élue dans le 2e arrondissement, Lantra Kutumang. La candidate numéro 7, Alrala Ramanantsoa, a poursuivi sa visite dans plusieurs Fukuntans du 2e arrondissement. Elle a constaté les efforts fournis par le gouvernement à travers plusieurs projets et a examiné les travaux qui ont encore besoin d'être initiés et d'améliorer dans cette circonscription. C'était également l'occasion pour les habitants de la rencontrer directement. Ces rencontres avec la population du 2e arrondissement effectuées par la candidate à la mairie de la capitale, Alrala Ramanantsoa, a vu le soutien de diverses associations telles que l'AFF, le TMH, le CSANR, le ProANR et diverses associations locales.
Et la candidate Arlala Ramanantsoa apportera la stabilité et le développement dans la capitale Antananarive selon l'association M2AR aujourd'hui à l'Arena Ivanj. La candidate propose des projets clairs et travaille avec l'État selon l'association. Antananarive n'est pas la ville des essais politiques et encore moins des troubles politiques, a indiqué le leader de l'association M2AR aujourd'hui dans ce reportage de Sylvain et Sech Anjenab. M2AR, ou l'association travaillant ensemble pour la reconstruction d'Antananarive, est impliquée à 100% dans l'avenir de la capitale. La ville ne mérite pas d'être prise en otage et de connaître un conflit politique, mais a besoin de stabilité. Par conséquent, la mairie requiert des personnes sages, convaincues et visionnaires pour le développement. Une personne qui dispose également d'une stratégie sérieuse et travaillera avec le gouvernement selon les dires du leader de l'association M2AR. De toutes les conditions fixées par le M2AR, un seul candidat peut y répondre, à savoir Arlala Ramanantsoa, présenté par l'IRMAR. Il est nécessaire de poursuivre le travail que la candidate a commencé lorsqu'elle occupait le poste de présidente de la délégation spéciale, selon les explications. L'association aidera la candidate à apporter un meilleur changement à Antananarive. Aujourd'hui, l'association M2AR, l'association travaillant ensemble pour la reconstruction de la capitale, a été officiellement créée. Il s'agit d'une plateforme regroupant des citoyens, de nombreux groupes politiques, des entrepreneurs et diverses organisations. Dans un tout autre sujet, parlant à présent travaux de développement au niveau du sud de la Grande Île, le taux d'avancement des travaux de construction justement des routes nationales RN13 reliant Mbuvumbe et Tolanyar et de la RN12A reliant Wangenjan à Tolanyar est achevé à 50%. Ces constructions de routes contribuent au développement économique justement de la partie sud de la Grande Île. L'Union européenne qui soutient le gouvernement malgache dans sa mise en œuvre a constaté l'avancée des travaux la semaine dernière. Le point avec Anienne Martina. La première partie de la RNT d'Oza est longue de 45 km. Reliant Tolanyar à Ebak, les 50% de la réhabilitation de cette première partie sont achevés. L'entreprise procède désormais au bitumage de la route. Pour rappel, la RNT d'Oza relie Tolanyar, la capitale de la région Anos, à Wangenjan, dans la région Atimotsnanan. Cette réhabilitation fait partie du projet PACFC financé par l'Union européenne. Selon les prévisions, la réhabilitation de cette première partie sera achevée en septembre 2025. L'achèvement de la route RN13 est également un chantier majeur attendu par les habitants du sud de l'île. Pour le RNS 13, Mbuvumbe-Tolanyar, mesurant 110 km, les travaux sont achevés à 55%. Cela comprend la réhabilitation et le remplacement de plusieurs infrastructures comme les ponts d'Ankeran, Ranpis et Ranmenti. Ces deux réhabilitations dans le sud de l'île, qui sont des projets gouvernementaux, sont soutenues par l'Union européenne. Cette dernière a confirmé son soutien à Madagascar en termes de développement et est également convaincue que la réalisation des infrastructures favorisera l'économie du sud de l'île. Les routes, c'est le développement. Les routes, c'est pas simplement le fait de pouvoir rouler dessus, ça désenclave toute une région, ça permet à toutes les productions accessoires, annexes qui sont ici dans la région, que ce soit la vanille, le litchi, le cacao, toute une série de produits et qui vont pouvoir être exportés. Et le développement économique, ça veut dire de créer de l'emploi, ça veut dire de créer de la richesse, ça veut dire de sortir des familles de la pauvreté. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est l'aspect social des routes qui permet à Madagascar, dans son entièreté, mais ici dans le Grand Sud, de se développer. La semaine dernière, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, accompagné du ministre des Travaux publics et de la gouverneure de la région Anos, a constaté l'avancement des travaux. Le gouverneur de la région Anos a exprimé sa volonté de prêter main forte afin d'accélérer la mise en œuvre des travaux. Parlons à présent jeunesse. Le sommet Youth Connect Africa de l'année 2025 se tiendra à Madagascar. Ce sommet offrira une plateforme essentielle pour connecter et autonomiser la jeunesse africaine. L'accueil de cet événement marque une reconnaissance internationale de l'engagement de Madagascar envers le développement de la jeunesse et renforce la position du pays comme acteur majeur de la transformation sociale et économique du continent. Reportage de Ubrasa Manan et Andara Zonarvelo.
Le sommet Youth Connect Africa 2025 rassemblera 33 pays en Afrique sur le sol malgache, offrant une plateforme essentielle pour connecter et autonomiser la jeunesse africaine. Cet événement renforcera également la visibilité internationale de Madagascar, une victoire de la diplomatie malgache. Des milliers de jeunes leaders innovateurs, décideurs et acteurs de développement y participeront en échangeant et en formant ensemble des solutions pour un avenir africain prospère et durable. 3 à 4 chefs d'État ainsi que 30 à 45 ministres seront présents lors de ce rendez-vous, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Abdullah. Madagascar sera ainsi le premier pays francophone à accueillir ce sommet. C'est une première historique pour Madagascar et c'est une victoire de la diplomatie malgache, le fait de pouvoir accueillir le sommet de la jeunesse africaine, Youth Connect Africa à Madagascar. Madagascar devient ainsi le premier pays francophone à accueillir ce sommet prestigieux. Vous pouvez imaginer, il y aurait probablement entre 3 à 4 chefs d'État, il y aurait probablement entre 30 à 45 ministres qui feront le déplacement à Madagascar, il y aurait probablement entre 20 000 à 25 000 jeunes Africains qui viendront à Madagascar. Ce qui veut dire, c'est qu'il y aura une rentrée de devises, il y aura en fait de travail, il y a un pouvoir économique, pouvoir d'achat, des gens vont pouvoir en profiter. Les taximans, les guides touristiques, nos artisanats, nos jeunes, nos talents. Donc c'est quelque chose de très important pour le pays et c'est quelque chose qui est vraiment à encourager ce genre d'initiative. Aussi, ce que j'avais expliqué tout à l'heure en malgache, le Youth Connect Africa, c'est aussi en fait mettre en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à transformer l'Afrique en une puissance mondiale, prospère et durable. Et ce qui est bien de par ce grand sommet, c'est de pouvoir donner aussi la parole à nos jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, doivent être acteurs de leur avenir. Les jeunes doivent être au sommet. Et c'est aux jeunes qu'on s'adresse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important pour nous d'accueillir ce genre de sommet à Madagascar. Le sommet Youth Connect Africa s'inscrit également dans la continuité de pacte de la génération future, adopté lors du sommet de l'avenir qui s'est tenu à New York cette année. Ce sommet marquera également un tournant décisif pour la jeunesse malgache et africaine, affirmant la conviction de Madagascar pour le développement du continent, qui repose sur l'investissement des jeunes, dans leurs talents et dans leur potentiel, à contribuer à un avenir commun. L'année prochaine sera donc une année marquante pour Madagascar, afin de faire de la jeunesse le pilier de l'avenir. Toujours dans les actualités sociales, parlons à présent météo. Selon les prévisions du service météorologique, la température maximale pourrait atteindre les 39 degrés jusqu'au 18 novembre dans les régions de Menabé et Bedsbouk. Par ailleurs, un cyclone pourrait se former dans l'océan Indien en fin de semaine, mais cela n'affectera pas Madagascar selon toujours les prévisions de la météo. Reportage de Christelle Rakoutmalal et Kevin Ravounerson. Des pluies occasionnelles sont prévues dans la partie ouest et le centre-sud de l'île cette semaine, avec des risques de tonnerre par moment. Les autres régions devraient rester sèches selon les prévisions du service météorologique. En termes de température, elles varieront entre 9 degrés Celsius et 27 degrés Celsius le matin et entre 26 degrés Celsius et 39 degrés Celsius l'après-midi. Durant cette semaine, des zones de pluie devraient traverser le sud de l'île et il y a même un risque de formation de cyclones au centre de l'océan Indien en fin de semaine. Par ailleurs, la pollution à Antananarive devrait rester élevée, ce qui pourrait affecter les personnes vulnérables, selon toujours Météo Madagascar. Parlant éducation, l'introduction des heures de récupération pour les matières mathématiques et lecture dans les écoles primaires du district d'Amboudjachim depuis 2016 a eu un impact positif sur les élèves. Cette initiative a été soutenue par le gouvernement japonais à travers le projet JICA. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Kevin Ravounerson. Actuellement, 26% des élèves des écoles primaires ne maîtrisent pas les mathématiques et la lecture, selon les évaluations effectuées par la Cisco d'Amboudjachim, couvrant 234 écoles primaires publiques regroupées au sein de 15 VFF ou groupements des primaires. Depuis 2016, des séances de 8 heures de récupération par semaine ont été mises en place pour les élèves en difficulté dans ces matières. Selon les responsables des AP ainsi que les directeurs d'école, cette mesure a produit de bons résultats.
Aujourd'hui, un atelier a réuni toutes les parties prenantes du district d'Ambujachim ainsi que le gouvernement japonais à travers le projet JICA pour recueillir leurs avis sur l'amélioration de la qualité de l'éducation locale, selon Patrick Rakotunjabe, chef Cisco d'Ambujachim. Malgré les efforts du gouvernement et des écoles, il est également de la responsabilité des parents de surveiller les études de leurs enfants pour atteindre les objectifs fixés. La JICA forme les enseignants qui dispensent ces heures de récupération et les aide également à évaluer les progrès des élèves. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le président élu des États-Unis a commencé à annoncer les nominations de plusieurs de ses proches à des postes clés. Tom Homan sera notamment chargé du contrôle des frontières. Le point avec France 24. La campagne le laissait présager, l'immigration sera au cœur du prochain mandat de Donald Trump. Vous le voyez, une invasion criminelle, des gens horribles qui portent la mort. Stephen Miller, un fidèle, était déjà l'architecte du vaste programme de répression contre l'immigration lors du premier mandat de l'homme d'affaires new-yorkais. Il sera le directeur adjoint de son cabinet. L'obsession sur l'identité nationale, très présente dans les discours, c'est lui. La réalité, c'est que la part de la population née à l'étranger a quadruplé dans notre pays depuis les années 70. C'est un fait. Pour enfoncer le clou, le dossier brûlant du contrôle de l'immigration aux frontières sera confié à Tom Homan, un tenant de la ligne dure, ancien policier, ancien garde-frontière, ancien responsable des expulsions sous Obama. Il va reprendre les rênes de la puissante agence de contrôle de l'immigration qu'il a déjà dirigée sous le premier mandat du président républicain. Il devra tenir la promesse du candidat de réaliser la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis et ne compte pas mettre de gants. Y a-t-il un moyen de procéder à ces expulsions massives sans séparer les familles? Bien sûr. Les familles peuvent être expulsées ensemble. Autre direction forte assumée dans ces nominations, un ferme soutien à Israël. Au poste d'ambassadrice aux Nations Unies, on retrouvera Elise Stefanik, qui accusait mi-octobre l'institution de croupir sous l'antisémitisme. Ces auditions très tendues de présidente d'université, accusée de laisser des manifestations hostiles aux étudiants juifs se dérouler sur les campus, ont été très regardées. Sa nomination a d'ailleurs été saluée par l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Quant au département d'État, si on en croit le New York Times, il devrait accueillir à sa tête Marco Rubio, le sénateur de Floride, qui n'a pourtant pas toujours été tendre avec le futur président. Il répondait ici l'année dernière à une activiste qui lui demandait s'il appelait à un cessez-le-feu à Gaza. Vous filmez? Très bien. Écoutez, je veux qu'Israël détruise tous les éléments du Hamas qu'ils peuvent trouver. Ce sont des animaux vicieux qui ont commis des crimes horribles et j'espère que vous allez publier ça. Les électeurs américains qui se sont détournés des démocrates à cause de leur politique pro-israélienne en ont pour leur argent. Enfin, au poste de conseiller à la sécurité nationale, Donald Trump devrait nommer, selon les médias, le représentant de Floride et ancien combattant des forces spéciales, Michael Waltz, un faucon qui s'est illustré ces dernières années pour ses critiques très virulentes envers la Chine, pays pointé du doigt en permanence par Donald Trump lors de son premier mandat. Et le ministre des Finances israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a promis hier lundi l'annexion des colonies en Cisjordanie. Une telle annexion serait considérée comme un affront hautement controversé par les autorités palestiniennes. Le point avec France 24 toujours. Il est l'un des ministres les plus controversés du gouvernement Netanyahou. Bezalel Smotrich, ministre israélien d'extrême droite en charge des finances et de la gestion civile en Cisjordanie, l'a promis ce lundi. Les préparatifs pour l'annexion des colonies sont déjà sur la table. La seule façon de retirer la menace d'un État palestinien terroriste de l'ordre du jour est de mettre en œuvre la souveraineté israélienne sur toutes les colonies de Judée et de Samarie. Lui-même colon, le ministre dit voir une occasion dans le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Alors que le milliardaire américain avait, lors de son premier mandat, reconnu l'annexion du plateau du Golan pris par Israël à la Syrie en 1967 et déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. En dehors de Jérusalem-Est annexée, plus de 490 000 Israéliens vivent en Cisjordanie, dans les colonies que l'ONU juge illégales. Une telle annexion serait donc pour beaucoup un affront hautement controversé, largement dénoncé, à commencer par les autorités palestiniennes. Nous tenons les autorités d'occupation israéliennes pleinement responsables des répercussions de ces politiques dangereuses. Les États-Unis sont également responsables du soutien continu
qu'ils ont apporté à l'agression israélienne. Cette prise de parole de Bezalel Smotrich intervient quelques temps à peine après la nomination d'un nouvel ambassadeur aux États-Unis par Benjamin Netanyahou. Yehiel Leiter, également fervent défenseur des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Toujours à l'international, Alix Didier Fils-Aimé, le nouveau Premier ministre haïtien, a appelé à travailler sans relâche à la cohésion lors de son discours d'investiture. Les détails avec France 24. Sur la droite de l'image, le tout nouveau Premier ministre d'Haïti, Alix Didier Fils-Aimé, est investi dans ses nouvelles fonctions par le Conseil présidentiel de transition. Mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Alix Didier Fils-Aimé prend la succession de Gary Conille, qui ne sera resté que 5 mois à la tête du gouvernement. Le désormais ex-premier ministre a été limogé dimanche par le Conseil de transition alors qu'il souhaitait rester au pouvoir. En cause, de nombreux désaccords entre les deux partis. Le Conseil de transition, créé en avril dernier pour rétablir la sécurité et organiser des élections, souhaitait changer plusieurs ministres, ce que refusait Gary Conille. La nomination d'un nouveau chef du gouvernement n'a pas calmé la situation, toujours aussi tendue dans le pays. Dans les rues de Port-au-Prince, des coups de feu se font entendre, toujours aussi fréquemment. Comme ils en ont désormais l'habitude, ces habitants courent se mettre à l'abri. Le pays est gangréné par la violence. Les gangs contrôlent aujourd'hui 80% de la capitale haïtienne. Depuis des mois, l'ONU tente de mettre fin aux meurtres et aux enlèvements avec une force de soutien à la police. Mais les Nations Unies en appellent au nouveau gouvernement. Ce dont Haïti a besoin parmi tant de choses, c'est avant tout de la stabilité. Une stabilité politique, ainsi que de vrais leaders politiques qui mettent les intérêts de cette stabilité, les intérêts humanitaires, du retour de la loi et de l'ordre en priorité. Signe de l'insécurité dans le pays, un avion de ligne américain à destination de Port-au-Prince a été touché par des tirs avant d'être dérouté en République dominicaine. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre votre film Lucie. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation. Au revoir.